Bonjour à tous, bienvenue dans le Game Plan. Je suis accompagné de Brian. Brian, comment vas-tu? En forme, ça va bien. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un combat qui est sur la sous-carte de l'UFC 290. Sean Brady, qui est classé huitième dans le ranking des contenders welterweight et qui affronte le 14e, une flèche montante en Jack Della Maddalena. Un très chouette combat, une belle opposition de style et c'est vrai qu'en général, on ne couvre que les main events et de temps en temps les co-main events. Ici, on va chercher carrément un combat qui est en carte préliminaire parce qu'il nous intéresse particulièrement. Et je crois qu'il intéresse aussi la toile. Mhm. Euh, Quel est ton premier ressenti sur le combat? C'est aussi quelque chose que tu regardes, que tu vas regarder de près? Oui, bien sûr. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi je le vois comme le main event des prélims, tu vois. Ouais. Alors que ça ne l'est pas, c'est Ah, je crois que si, Lawler. non? C'est pas Ah oui, Lawler non, t'as contre raison. Oui, Price. non, non, c'est Lawler. Non, non, t'as raison. Le Après, co-main event, c'est alors, tu vois. Mais, les- bah, mais c'est vrai que sur les cartes, tu vois, les main et co-main des prélims, sont plus intéressants que les premiers combats de la main card, quoi. ouais, Mm, c'est mm, pour, c'est un marketing, hein, c'est pour un peu pousser, motiver les gens qui n'ont pas encore acheté le pay-per-view à l'acheter en dernière minute Ouais, ouais. en voyant des belles petites guerres. Et ici, comme je le disais, moi je considère ça vraiment comme une opposition de style. Et en général, il y a quatre options à ça. Soit le striker reste debout et il domine en pied-point. Soit le grappleur arrive à amener ça au sol et il domine dans son domaine de prédilection. Soit on a un petit mix match entre les deux où chacun a beaucoup de succès dans son domaine de prédilection, un peu comme Chad Mendes contre Conor McGregor, où Mhm. tant que ça reste debout, on voit Conor qui a un large avantage et quand ça va au sol, on a Chad Mendes qui avait un large avantage. Soit le striker respecte un peu trop le grappleur et il y a une distance qui s'impose qui est un peu lointaine et ça devient vite ennuyeux. Euh, et bon, de temps en temps, on a des grandes surprises où le striker se fait surprendre debout par le grappleur et vice-versa. Mais ici, j'ai l'impression qu'on va se diriger dans une des trois premières options, ce qui m'amène à penser que ça va être un combat très fun pour les fans. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense que pourquoi ça va être vraiment bien, c'est qu'on est sur une opposition de style, mais en fait, on a un boxeur grappleur face à un grappleur boxeur, tu vois? Hmm. Un peu un truc de 60-40 ou euh, 70-30. Mhm. Donc les deux vont être à l'aise. C'est Ouais. peut-être pas le beau terme, mais ne vont pas fuir les, la, les deux zones, tu vois. Mhm. Madalena va être à l'aise en boxe, mais si ça doit aller au sol, je le vois avoir du répondant. Et inversement aussi, tu vois. Pour Hmm. Brady, je le vois vouloir mettre les choses au sol, mais ne pas fuir la boxe, parce que Hmm. pour moi, ça reste quand même un boxeur très très correct. Ouais, il est décent. Je sais pas si on dit ça en français. A decent Ouais, boxer. ouais, ouais. Ouais, Mm, mm. c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus Demian Maia en début de carrière. Exactement, On c'est a vraiment quelqu'un, ça. voilà. On a Mm, quelqu'un qui a déjà une boxe qui est, on va dire, efficace, assez propre, mais elle fait pas partie du top de la division et mm. Non. voilà, elle ira, elle peut inquiéter n'importe qui, mais de prime abord, c'est pas supposé inquiéter trop Della Maddalena. Mais encore une fois, quand il y a, tu sais, quand tu combats et que tu crains peut-être un peu les amener au sol, tu as ton niveau en boxe qui Mm. risque de diminuer, mais là, comme tu le dis très bien, Jack pourrait avoir confiance aussi en ses capacités de survie face à Brady au sol. Donc, Ouais, 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 c'est vraiment ça. Et donc on va, je pense, avoir deux personnes qui s'expriment très bien. On peut aussi avoir un des deux qui privilégie, comment dire ça, tu vois, un peu comme un Brian Ortega, qui a une bonne boxe, et au final qui peut rester debout alors qu'il aurait tous ses avantages à être au sol, tu vois ce que je veux dire? Et là, on pourrait avoir soit l'un, soit l'autre, accepter d'aller dans le domaine de l'autre et se faire soit dominer, soit... Enfin, surprendre, ça m'étonnerait, mais... ouais, Enfin voilà, c'est vraiment avec beaucoup d'inconnus, j'aime beaucoup ce combat-là.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'inconnus qu'on va découvrir Mmh. dans les 30 premières secondes, enfin pendant le combat en tout cas. Euh, Étant donné qu'on est en train de parler d'un combat de la sous-carte, même si on sent quand même sur Twitter que le combat intéresse beaucoup de monde Mmh. et que on sait de qui on parle, je vais faire un rapide profil. Ici, je vais le faire dans la vidéo. Donc, Jack Della Maddalena. Il a un palmarès de 14 victoires pour 2 défaites. Ce sera son officiellement 5e combat à l'UFC. Il est passé par le Dana White Contender Series, donc il avait déjà un peu cette expérience aussi dans une cage UFC, on va dire. Donc ses 5 derniers combats, c'est dans le cadre de l'UFC. Son 5e dernier, c'était contre Ange Louza, que nous on connaît il est suisse. Il avait combattu contre un Belge. Je sais plus si tu étais venu au SHC, Non, Brian. non, non. T'avais pas fait le voyage avec nous. Mmh. Euh, non, t'étais. Attends, t'étais pas dans le coin d'Uriel? T'étais pas avec Uriel, Robin et tout ça? Non, non, Ok. non, non. Désolé pour la parenthèse. Bref, il a gagné par décision. Ça lui a obtenu une signature à l'UFC et là, il a fait 4 victoires dans la première reprise, 3 par KO à partir d'un body shot et un par soumission étranglement arrière contre Randy Brown dans son dernier combat. Il a un haut volume de jeu, 8,27 frappes qui touchent à la minute pour 4,29 reçus en échange. C'est un gros différentiel. Mmh. Du côté de Sean Brady, il est arrivé un peu avec une hype à l'UFC. Il a bien su capitaliser sur sa hype et en tout cas, il a prouvé que les gens avaient raison de monter dans son train, puisqu'il est arrivé à l'UFC, il a enchaîné 5 victoires directement, 2 par décision, une par guillotine, une par arm triangle et une dernière par décision contre Michael Chiesa, pardon. Et son dernier combat, il s'est fait Oui. TKO par Belal Mohamed, un combat intéressant duquel on va devoir discuter ici. Mmh. Donc voilà pour les 2 profils. Avant que je donne les cotes de Paris, parce que j'y pense maintenant et je crois que c'est la première vidéo sur toute la chaîne où je pense de le faire maintenant. Les amis, likez, commentez et abonnez-vous. Pour une fois, je le fais pas en fin de vidéo. Non, ça paraît bête parce que j'ai un peu parlé de l'algorithme YouTube, mais en gros, le but quand on est sur YouTube, c'est faire que des vidéos qui font beaucoup de chiffres. Et quand on prend le risque de faire une vidéo qui intéresse un peu moins le public, si on fait 2-3 flops d'affilée, bah, l'algorithme de YouTube nous met derrière et puis c'est plus difficile de se relancer. Donc ici, il y a une grande importance. Tous ceux qui sont heureux qu'on fasse une vidéo qui couvre Sean Brady et Jack Della Maddalena, s'il vous plaît, partagez. Ok, maintenant que le s'il vous plaît est passé, les cotes de Paris, c'est très très intéressant. C'est rare qu'on ait ça. Sean Brady a ouvert à 2,5. JDM a ouvert à 1,5, ce qui signifie qu'on était au-dessus d'un 60-40. On se rapprochait d'un 65-35 à l'avantage de Jack Della Maddalena. Et hier, c'était quasi un 50-50. Sur une Ibet, en tout cas aujourd'hui en Belgique, on est à 1,9, 1,9, donc on est pile poil sur un 50-50. Un moment, Sean Brady est passé léger favori. Apparemment aux États-Unis, maintenant, Jack Della Maddalena est légèrement favori. Donc ça, ce que ça signifie, c'est que quand les gens ont vu que Sean Brady était largement ou modérément plutôt underdog, ils ont balancé les thunes dessus. Ils ont fait ouh, Brady underdog contre Jack, je mets de l'argent, je mets de l'argent, je mets de l'argent. Et maintenant ça s'équilibre. Quand Jack passe underdog, tout le monde met de l'argent sur lui et puis ça s'équilibre vraiment sur un 50-50. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Avec, le rééquilibrage ou avec, le 63 Ah, super 37? bonne question en fait. Est-ce que tu es d'accord avec l'ouverture? Est-ce que le 63-37, grosso modo, te semblait logique? Et du coup, en fait, en répondant à cette question, on va directement savoir si tu comprends que ça s'est Ouais. équilibré sur du 50-50. Bah, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début. On a pas mal d'inconnus sur ce combat, même si on a vu ces combattants sur plusieurs combats, mais il y a quelques inconnus qui peuvent expliquer cela, et notamment le sol de Maddalena, même si on a vu de très belles choses. Mhm. Moi, je voyais clairement Maddalena favori. Je le vois sur un 60-40. 60-40, ouais, je peux le voir sur un 60-40 assez facilement. Mhm. Je comprends le rééquilibrage derrière. C'est pas, c'est clair que cet inconnu au niveau du sol et puis Brady qui a
pour moi un excellent sol. Ouais, ça peut expliquer. Souvent quand on parie, on va plutôt mettre l'argent. Enfin, moi, je trouve qu'il faut souvent plutôt mettre l'argent sur le grappleur que sur le striker. Mhm. On est la plupart du temps que ça aille au sol. Et pas, enfin, quand je parle sur cet argent-là, c'est surtout pas au plus haut niveau, tu vois. Mhm. Pas au plus haut niveau. Mais là, Ouais. dans ce cas-là, par exemple, sur du top 1 à top 2, eh bien, là, je trouve que c'est un peu différent. Mhm. Le striker qui arrive dans le dernier carré, il devrait y être arrivé parce qu'il est capable de bien défendre les amener, bien défendre, bien survivre et d'imposer. Là, pour moi, Madalena, il n'a pas encore rencontré d'excellents grappleurs, Mhm. d'excellents lutteurs, et d'où cet inconnu, d'où le fait que je comprends aussi que ça soit rééquilibré sur ça. Ouais, eh ben, selon la façon dont va se produire le combat, pour Mhm. moi, ça peut répondre à la question est-ce que Jack Della Maddalena est un futur champion? Si on a vraiment des phases de grappling et qu'on a Ah oui. tu vois, ça dépend de comment va se passer le combat. Donc je peux pas dire genre ben, si Jack gagne, je le vois comme un futur champion. Mais s'il gagne d'une certaine manière, je pourrais davantage m'avancer sur cette question Ah qui oui. commence tout Mhm. doucement à être posée sur la toile pour le moment. Moi, je vais te rejoindre. J'étais beaucoup plus en accord avec les codes de paris d'ouverture, Mhm. 60-40, voire 65-35 pour Jack. Ouais. Mais je comprends aussi, comment est-ce que j'ai exprimé ça? Je comprends qu'il y ait un intérêt des parieurs d'aller mettre sur Brady parce que il y a quelques séquences qui font penser, si on fait un parallélisme, il y a quelques séquences de combat de JDM. Mhm. Si on les imagine avec Brady à la place de Emeev ou avec Brady à la place de Angelouza, tu te dis, ok, ça c'est un très mauvais indicateur. Euh, Ah oui. bon, je trouve, il y a deux Ah, ouais. séquences. Il y Ouais, a- parce que je parce que suis étonné. en gros, il y a deux séquences où on voit que le réflexe de JDM pour défendre, c'est de commencer à un peu tourner le dos, tu vois, sur une single leg de Emeev et sur une tentative d'amener au sol de Angelouza. Il va vite tourner le dos pour partir sur un Fatman Roll. Et on a vu, alors c'est pas exactement la même chose, mais on a vu Michael Chiesa tenter le switch contre Sean Brady. Et Sean Brady a juste des trop bons réflexes dans les scrambles et il va aller chercher ton dos à ce moment-là. Donc, ce que JDM a fait contre MEF pour défendre, pour créer le scramble, c'était très impressionnant. Mais j'ai l'impression que s'il fait ça contre Sean Brady va sauter sur l'opportunité, il va prendre le dos et là, il va plus sortir du dos. Alors, c'est là où on rentre dans les inconnus. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Jack Della Maddalena a un énorme niveau au sol, mais nous, on l'a pas encore vu. Et donc, moi, ça me fait quand même peur de partir sur des rumeurs pour me garantir qu'il sera pas mis en difficulté si Brady a son dos. Mhm. Alors, Je te vois, je te vois froncer des sourcils. ouais, mais je peux. Enfin, oui, et sur le fait de tourner son dos. euh, je me demandais ce que tu disais par Fatman Roll, mais c'est le Peterson Roll, en fait, c'est la même chose, c'est un autre mot. Ah, je Non, savais même non, pas qu'il y avait plusieurs terminologies parce qu'en fait, moi, je l'ai appris via, enfin appris, je l'ai vraiment vu pour la première fois. Ça va être marrant que je dise ça. Euh, c'est Kelvin Gastelum où j'ai dit tiens, c'est pas un cranberry roll, c'est quoi? Et puis je me suis renseigné et je suis tombé sur le terme fatman roll et je me suis dit bah ça lui va bien, tu vois. ouais. Et, Ouais, ouais, donc ça voilà. s'appelle aussi le Peterson Roll. Moi, j'utilise ce terme-là, D'accord. surtout avec les enfants, parce que ça les fait marrer, péter, et puis ils retiennent bien, tu vois. Ah bah, à mon avis, aux Bref. États-Unis, le fat man, ça les fait rire, les gamins, parce qu'ils Ouais, comprennent fat. faudrait que je regarde. Mais oui, sur le Peterson Roll. Alors, moi, ce que ça m'a indiqué sur le fait qu'il donne son dos et qu'il puisse compléter, pour moi, oui, c'est effectivement un petit peu à double tranchant. Mais je pense que MF est plutôt, enfin, il était très bon, et ce qu'a montré Maddalena, c'est qu'il était capable de, euh, de placer des techniques relativement complexes, de défendre un dos de manière relativement complexe. Sa défense contre le triangle de bras montre qu'il a une vraie expérience, parce qu'il va
Enfin, si on regarde sur sa défense, il tourne relativement bien, il travaille sur le coude pour Mm. relâcher la pression. Pour moi, il y a quelques erreurs. Enfin, je dis ça, quelques erreurs. Euh, il s'en Amélioration. sort, tu vois. Mais c'est pas amélioration. Je trouve que il y a quelques endroits où je trouve que c'est un peu risqué ce qu'il fait dans Mhm. sa défense de triangle de bras. Mais ça paye, et le calme dans lequel il va, donc de pouvoir soulager la pression en travaillant le coude, de récupérer ce bras et pouvoir sortir, montre qu'il a quand même de l'expérience au sol, tu vois. Ouais. Il a quand même une très bonne expérience au sol, et, euh, et cet ensemble de choses me fait dire quand même qu'il y a du niveau, tu vois. Et contre Angelouza, sa défense sur la single leg. Bon, après, les deux sont rentrés sur une single leg sur sa jambe droite, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ça, on va en parler aussi un petit peu, hein, Ouais. sur son Ouais. style de combat. Sa défense est bonne aussi. Alors quand il tourne son dos, je crois, sur Angelouza, c'est une défense de lutte classique, tu vois. Contrôle de tête, sortir son pied. Je vois difficilement euh, Sean Brady. Je pense que Sean Brady, il a vraiment un passif de grappleur, hein. Il a pas fait de lutte universitaire ou des trucs comme ça, hein. Pas à ma connaissance. Bah, en tout cas, s'il en a fait, je trouve qu'il en a pas forcément trop les réflexes. Et donc ce genre de sortie, pour les suivre, pour un grappleur, j'ai du mal à voir un grappleur les suivre correctement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que ce genre de défense sur les single legs, les grappleurs vont tourner les hanches, et puis une fois qu'ils ont sorti, ils vont sauter par-dessus pour prendre le dos. Je sais pas si tu vois un petit peu ce, Ouais. ce principe-là. Euh, et donc Sean Brady là-dessus, je pense pas qu'il va suivre le fait de kicker son pied pour sortir. Donc Mm. c'est pas à ces moments-là qui m'inquiète le plus. Moi, ça va plutôt être à la cage, où là, j'ai Ok. pas d'indication. Pour moi, Ah, Sean Brady, il peut shooter, travailler à la cage, mettre de la pression, et prendre des double legs ou des trucs comme ça, et travailler pour le dos. mm. Et puis quand il travaille pour le dos, je trouve qu'il est fort en grappling avec un Jack Maddalena, en tout cas, qui a montré que sur ses sorties, il travaillait sur ses axes, tu vois. Ouais. Donc une fois qu'il est dans le dos, il va bien se tourner pour mettre ses épaules au sol, quitte à, entre guillemets, donner la monte, ce qui a poussé MEF là, à attaquer le bras-tête, et il a suivi pour défendre. Mm. Donc d'un côté, j'ai des indications où je me dis qu'il est décent au sol, vraiment que ça devrait aller. De l'autre, il y a des interrogations, tu vois. Mm. Ouais, parce que voilà, ça reste Brady quand même. C'est pas le moins bon grappleur, même un des meilleurs grappleurs de la division. Donc il y a être à l'aise contre un certain type de combattant, et puis il y a rencontré du très très lourd. Euh, Ouais, mais tu vois, par exemple, MEF, moi je trouve que sur son amené au sol, sur sa prise de dos, les réactions, ses placements sont relativement bons, hein. ouais, Il a un contrôle poignet opposé comme ça, il a oui, une jambe, exactement. tu vois, et, Mhm. et on voit un Maddalena qui sort tout doucement ses hanches, qui est coincé, etc., qui utilise son deuxième pied en crochet pour pouvoir libérer sa jambe. Enfin, il y a un ensemble de petits indicateurs qui montrent que euh, qui sait où il va, tu vois, que ça Ouais, ouais. reste, en termes de défense, il y a quelque chose. Et de l'autre côté, on a un MEF qui se place relativement bien aussi, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc c'est une toute petite phase comme ça, mais en tout cas, moi, elle m'a donné des indications que c'était du niveau, tu vois, des deux côtés. Il n'y a pas eu Ouais. d'erreur de placement ni de l'un ni de l'autre. On était vraiment sur un échange de jujitsu, alors euh, qui était, enfin voilà, c'était propre. C'était Ouais. des deux côtés, il n'y avait pas d'erreur, et c'est progressivement les déplacements qui ont payé, tu vois. Mhm. Du côté de Sean Brady, je pense il sait ce qu'il doit faire, il le fait très bien. Il fait à peu près, pas toujours la même chose, tu vois, mais voilà, il va chercher à mettre au sol, prendre le dos, s'installer, chercher l'étranglement, mettre au sol, prendre le dos, s'installer, prendre l'étranglement. Intéressant. Alors, Oui, voilà. on, Mais oui, on a fait une longue parenthèse par oui, rapport à c'est notre vrai. structure habituelle, mais je trouve ça super parce que c'est une très bonne introduction. Mais ça serait, Euh, ouais, ça serait intéressant qu'on puisse parler un petit peu du
du style des deux combattants de Mais c'est là où présenter. j'allais y venir. Ah, super. Donc, Great Mind think alike. Ouh, pas d'anglais le matin, Chris. Ça va pas. Commençons par Jack Della Maddalena. Ouais. Décrivons un peu son style. Tu avais déjà notifié le fait que quand il s'est fait shooter par Louza et MF, c'est quand il s'est positionné en gaucher. Ça nous indique déjà qu'il peut combattre dans les deux gardes. Et je vais te laisser continuer un peu l'élaboration de son profil de combattant. Alors ça, c'est vraiment sa grande particularité, c'est que moi j'appelle ça un switch stancer. C'est un gars qui est capable de changer de stance de garde euh, relativement facilement. Et alors lui, sa grande particularité, c'est qu'il est bon, je trouve, sur les deux gardes. Donc il peut boxer en gaucher de manière complètement naturelle et passer en droitier et de manière complètement naturelle. Donc on l'a vu sur des combats qui commençaient en droitier sans aucun problème. Contre le grand là qui mettait ses doigts partout là. Dans le contexte du MMA, parce que le grand qui met ses doigts partout, on m'a déjà décrit comme ça. Euh, Randy Brown. Randy Brown, ah là là, ce type de combattant, je déteste. C'est les mecs qui doivent faire que de la boxe avec des gants de boxe anglaise, tu vois, et qui combattent avec des doigts qui traînent tout le temps. Tu l'as vu ce combat-là? Ouais, ouais. Il passe son temps comme ça là. Ouais, ouais. C'est infernal. Bah, sur ce combat-là, il l'a fait en droitier, il l'a mis KO en droitier, et puis il a des combats qui va faire en gaucher et qui va finir quasi en gaucher. Il peut changer de garde pour finir en droitier alors qu'il a fait quasi tout le combat en gaucher. C'est impressionnant. Moi, c'est vraiment le style de boxe. Alors, mes élèves le savent, hein, parce que hier encore, ils ont bouffé du changement de garde. C'est, les gars, vous devez être capable de boxer des deux côtés. Euh, et donc ils font à l'échauffement du shadow en droitier, du shadow en gaucher, et dans les déplacements, comment ça se passe? Moi je suis gaucher, je dis bah tu commences ta position en droitier, tu finis en gaucher, tant mieux pour toi, tu vois. Mhm. Et je leur dis ouais, arrêtez, cherchez les angles, c'est les angles qui vous intéressent. Et on a un Maddalena pour moi qui est vraiment là-dedans. C'est un excellent boxeur, c'est un excellent boxeur, mais vraiment Mhm. qui ça, c'est un autre point que j'adore chez lui, c'est qu'il utilise très très bien son jab, qu'il utilise très très bien la recherche d'angle. Il peut contrer, il peut travailler au corps, à la tête, il peut faire ce qu'on appelle du bait, donc de l'appât. Il va utiliser, il a un KO, ben, je sais plus contre qui il l'a placé avec son counter 2 en reculant, tu vois. Paf, C'est non, non, non. son, Ouais. c'est contre Pete Rodriguez, hein, son premier combat à Oui, l'UFC, voilà, voilà. officiellement à l'UFC, ouais. Donc, on le voit utiliser son jab comme ça, mais il cherche pas à toucher, tu vois. On le voit Mhm. qu'il est prêt. Et Rodriguez rentre sa frappe, il recule, et boum, il vient mettre son bras arrière en contre. C'est majestueux, tu vois. Moi, je trouve excellent. Pour moi, c'est un des meilleurs boxeurs à l'UFC. Et il est bon partout, il peut casser le rythme. Et alors, ce que j'aime beaucoup, et ça, j'aimerais bien que les auditeurs, si vous êtes pratiquants ou les coachs ou même des préparateurs physiques, entendent ça, c'est que c'est pas un gars qui est explosif. Et je crois qu'il Mhm. faut qu'on arrête avec le fantasme dans le MMA ou dans les sports dans les sports en général sur l'explosivité. On va faire un circuit explosif. J'aimerais travailler mon explosivité. Moi, j'entends quand je fais des suivis, tu vois, ou des prépas, des mecs qui veulent travailler leur explosivité alors qu'ils ont une boxe. Enfin, ils savent pas se placer, ils ont pas de l'explosivité, c'est peut-être bien, c'est chouette, les exercices en vidéo c'est cool, mais ça peut être un énorme piège. Ça peut être Mhm. si vous êtes explosif, que vous ne savez pas viser, ça n'a strictement aucun intérêt. Si vous êtes explosif sur un takedown et que vous n'avez pas le centre de gravité adverse, ça ne sert à rien de s'épuiser. Et Maddalena, c'est vraiment ça. Il est pas très vif, enfin pas très rapide dans ses frappes. Il n'est pas explosif en soi, mais il a un timing, il a une précision, il touche, il peut casser le rythme, travailler les hauteurs, créer des réactions de surengagement dans la défense. Et pour moi, le nombre de KO qu'il a, le nombre de victoires qu'il a est 100% lié à ça. Ces Ouais. changements, de créer des angles, de se déplacer, de, de passer d'un désengagement corporel à un désengagement uniquement du buste, de se Mhm. mettre in the pocket quand il le faut, de réutiliser son jab, un jab qui peut être offensif, qui va péter un nez, ou un jab qui va être juste pour créer une réaction et contrer, c'est à ce niveau-là,
Je pense que les gens se rendent pas compte, mais c'est absolument monstrueux, quoi, d'être Bah, je capable crois de qu'il faire autant. ouais, Et, il mérite clairement ces éloges et je suis content que tu aies un et peu glissé un des meilleurs boxeurs de l'UFC parce que je c- vois, je ça vois faisait pas partie de mes questions. ouais, Ouais. je vois pas qui peut proposer autant que ce qu'il propose en termes de technique avec autant de réussite. Et même dans le Mm. top, hein. Et on a eu une démonstration de Topuria le week-end dernier. Franchement, rien à dire. J'ai surkiffé. Mais en termes de skills de boxe, MMA, c'est pas le même niveau. Pour moi, Madalena, c'est Encore autre. ah ouais, ouais. Si vous aimez la technique de la boxe anglaise en MMA, c'est lui qu'il faut s'inspirer, clairement, clairement. Mhm. Ouais, mais ça faisait partie de mes questions et je suis entièrement d'accord. C'est quelque chose que j'ai remarqué hier en re-regardant ces combats pour préparer le podcast ici. Euh, il y a clairement pas ce peps dans l'envoi des frappes, tu vois. C'est pas une pile électrique Non. dans son body, dans son corps. Les mouvements sont très fluides et il y a pas, ouais, comme c'est pour reprendre tes termes, quoi. Il y a pas ce côté explosif. Il y a vraiment ce côté un peu. J'aime pas comparer à Diaz, mais tu vois, voilà, c'est pas de l'athlétisme qui l'amène là où il est. C'est vraiment purement de la technique, du placement, de la Mhm. lecture du jeu. On voit aussi, ça paraît bête, mais ça c'est un détail que je regarde de temps en temps, mais ses yeux, ils sont toujours figés sur son adversaire. Tu vois il est concentré sur certaines choses, qu'il va se positionner à une distance d'échange, mais avec l'intention de vraiment lire la Mhm. réaction de son adversaire pour capitaliser dessus, et qu'il a toute Ouais, l'expérience qui va avec pour avoir la bonne réactivité sur le moment et à faire le choix judicieux dans l'échange. exactement. Effectivement c'est magnifique et j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que on l'avait déjà souligné avec Aldric, mais c'est important de le souligner dans plusieurs podcasts. Soyez capable de combattre dans les deux gardes. Ça a tellement d'avantages à plein de niveaux, défensivement, offensivement, Mhm. contextuellement. On va pas repasser au travers ici, mais c'est important de pouvoir le faire. Et ça met pas tant de temps que ça. Au début, c'est un peu galère, mais C'est se donner 6 mois de temps pour s'habituer à travailler Mhm. dans les deux gardes, ça permet d'avoir déjà une bonne base. Et à partir de là, la progression est nette. En fait, pour que les auditeurs comprennent bien, hein, parce que c'est possible qu'il y ait des boxeurs ou des kickboxeurs qui viennent, ou de boxe thaï qui viennent dire, on n'est pas sur les mêmes distances en MMA. Là, on parle vraiment de changer de garde en MMA. Parce que j'ai déjà eu ça, moi, tu sais, je donne cours de striking MMA, le changement de garde, ça fait partie du travail. Et j'ai déjà eu comment dire ça, euh, entendu des coachs de boxe anglaise ou de kickboxing un peu critiquer mes méthodes d'entraînement sur le striking en disant ouais fais pas de faut pas faire de changement de garde, c'est pas bien et blabli et blabla, tu vois. Et parce que c'est des gars qui viennent du MMA qui vont chercher un petit peu ailleurs. Ce que j'entends complètement, ce que je peux entendre complètement en boxe anglaise. Et encore, hein, on a des gars qui changent de garde. Mais en MMA, c'est une distance qui est beaucoup plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, on a dans la tradition, on a un truc genre t'es droitier, tu restes en droitier, tu changes pas de garde parce que tu vas te faire contrer. Mais c'est parce que c'est déjà des boxeurs qui n'ont jamais appris à travailler des deux côtés, donc ils ne connaissent pas ni les avantages ni les pièges des deux gardes, tout simplement. Mhm. Et en MMA, on est sur une distance un peu plus longue. Et imaginez du taekwondo sans changement de garde. Ça vous donne juste un exemple. Euh, le taekwondo, on est ici, on change de garde d'un côté, on change de garde de l'autre, c'est du switch stance tout le temps, non pas parce que peu importe que vous ayez une bonne jambe arrière, c'est parce qu'on n'est que dans de la création d'angles. Mhm. On n'est que à créer des angles, des ouvertures pour pouvoir marquer. Et en MMA, c'est un petit peu ça. On va chercher à créer des angles. La distance est un peu plus longue. Et là, ça en devient intéressant. Là, ça en devient intéressant. Et en boxe anglaise, pour en revenir, si on a deux gars qui sont in the pocket, un changement de garde, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais dès qu'on a des boxeurs qui mettent beaucoup plus de distance, ça fait partie de l'apprentissage. Tous les shifts, ça fait partie de la boxe anglaise. C'est quelque chose qui est nécessaire à maîtriser, quoi.
du Mhm. killing shift à la Bob Duran, etc. C'est essentiel. Et donc oui, donc le changement de garde, il faut le travailler. Les coachs, vous devez aussi vous y mettre, mais peut-être pas genre si vous avez un gars qui combat, vas-y, tu changes de garde, tu fais autre chose. Et encore, on a déjà entendu des histoires comme ça. J'avais déjà entendu une anecdote d'un combattant. Son coach lui avait dit la veille pour le lendemain, tu vas combattre ce gars-là en gaucher. Et il avait battu le type. Je sais pas si ça te parle. Ah, ça me dit rien, ça me dit Il rien. faudrait que je Mais retrouve le le film, combattant. je l'ai pas vu le film, mais le film Southpaw, c'est pas ça l'histoire. Après, je sais pas si c'est un film tiré d'une histoire vraie ou Je pas, sais mais pas du tout. Je sais pas du tout. il me semble Mais avoir entendu le synopsis et c'était un peu ça l'histoire. C'était un gars qui avait ouais. décidé de passer en Southpaw et enfin bref. Et dernière chose, quand bien même vous prévoyez de combattre toujours en droitier, d'être capable de combattre en gaucher, le jour où vous combattez un gaucher, vous savez ce qu'il va rechercher chez vous. Vous Ouais. savez que dans ses forces, ça va être le contre avec le check hook, ça va être le travail de jambes arrière sur midsection, high section, etc. Vous savez, et donc vous pouvez prévoir un petit peu lui ce qu'il va vouloir faire et aussi ses faiblesses. Et Mhm. aussi ses faiblesses. Enfin voilà, c'était Et encore une puis, parenthèse. non, non, mais c'est très intéressant parce que moi, je suis 100% d'accord avec toi. Évidemment, bon, je viens pas du tout de la boxe anglaise et j'ai pas une connaissance accrue du milieu, mais on peut prendre plein d'exemples. Ça va de Willy Pep à plus récemment Lomachenko qui ont eu du succès dans les Ah deux bah gardes. oui. On a Mhm. même des Golovkin qui Oui, travaillent tout pas à dans fait. les deux gardes mais qui shiftent énormément. Mike Tyson, D'Amato shift, c'est pas textbook, mais ça a son efficacité dans certaines situations. Et Ouais, le moi, je reste D'Amato, c'est juste un chiffre, mais il finit. oui, c'est un il- shift, mais ça veut dire qu'il est capable d'envoyer ses frappes dans l'autre ouais. garde sur des moments. Alors c'est pas travailler en gaucher, mais Non, non. c'est bon, c'est square. Mais si ton adversaire bouge un peu, c'est pas si square que Ouais, ça tout à devient du fait, tout à southpaw, fait. donc Ouais. ça devient Mm, de mm, l'ouvert. mm, mm. Non, Dans non, tous les oui, cas, oui, ça a bien son sûr. importance. Et j'aime Mais bien ce je que tu pense. dis aussi, le fait de toi travailler en gaucher de temps en temps à l'entraînement, ça te permet de visualiser ou concrétiser exactement ce qu'un Mm. gaucher peut rechercher contre toi et ça a son utilité. Et il y a eu un combat ce week-end que j'ai trouvé super intéressant avec des gars qui changeaient de garde. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que les gars c'était pas qu'ils n'étaient pas à l'aise en tant que gaucher ou en tant que droitier, c'est qu'ils cherchaient la garde ouverte ou la garde fermée. Et donc ils étaient à Mmh. l'aise dans la garde ouverte ou la garde fermée. Et alors, souvent, ce qu'on a, c'est que les gars recherchent une garde ouverte, parce qu'il y a quand même un peu plus d'ouverture. Et donc, on voyait le combattant qui arrive, hop, la garde est fermée, il change de garde, il se met en gaucher, boum, et l'adversaire se met en gaucher aussi. On revient sur une garde fermée. Et on n'était que sur une sorte de combat de qui va prendre l'avantage sur la garde, soit ouverte ou fermée. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, Et ouais. ça aussi, vous pouvez l'avoir. Donc, vous êtes en train de travailler, euh, vous êtes droitier, le gars est gaucher, vous changez de garde parce que vous voulez mettre un petit overhand derrière l'épaule, et le gars, elle n'est pas à l'aise en garde fermée, il va switcher pour passer en garde ouverte. Et Mmh. donc là, les shifts et les déplacements, bah là, ça devient super intéressant. Mais Ouais, tous ces petits éléments-là, c'est le futur du striking. Et c'est maintenant qu'il faut faire bosser les gens. En tout cas, au club, nous, on bosse beaucoup là-dessus, quoi. ouais. Et je suis sûr que ça payera, et comme on le voit avec Madalena, hein. Bah oui, après, c'est le futur et ça a même été le présent dans les divisions les moins Oui, et le légères. poisson, oui, oui, tout à fait. Dominique Cruz, TJ Dillashaw, aujourd'hui Cory Sandhagen sont quand même des noms bien avancés. Je suis sûr que j'en manque Exactement. aussi. Dustin Poirier Mm. qui shift pas mal. C'est Mais c'est, ouais, tu vois, Max l'entraînement, c'est Holloway. Pardon. un peu réservé à l'élite. Tu vois, il y a un peu ce discours. Si un élève dit ouais, mais regarde, lui il change de garde, et ça va être non, non, mais lui c'est le top niveau. Toi d'abord fais ta base en droitier et après on changera. Et je pense que c'est une erreur. Ouais, Je pense que c'est la base. Elle doit être sur le changement de garde, parce que j'ai des gars qui sont avancés, qui sont tellement habitués à être c'est ça. droitier, ils changent de garde. C'est comme s'ils étaient encore en droitier, mais avec la tête de l'autre côté, comme ça, tu vois. Genre, ils Ouais. switchent et ils sont un peu, c'est pas naturel, le placement, la tête est un peu trop en arrière, tu vois. Mhm. Et
et ils la sont main pas arrière stables. reste en avant. Enfin, il y a des trucs Ouais, mécaniquement qui font pas sens. Mais mécaniquement, ouais, ouais. j'ai déjà vu ça. Ouais. Et ça, quand tu as des gars qui sont déjà sur le circuit, qui s'entraînent depuis des années, à corriger, c'est Mhm. un enfer, c'est un enfer. Et Ouais. c'est des gars, tu leur demandes de changer, s'ils ont des combats dans un mois ou deux, ils vont te dire, bah non mec, j'ai un combat super important. Non, c'est dès le départ. Ouais. Dès le départ, Ouais. je trouve ça vraiment important. Peut-être qu'ils auront moins de succès au début parce qu'ils seront moins bons, vu qu'ils travaillent deux gardes différentes, ils seront un peu moins bons qu'un gars qui fait toujours la même chose, la même garde. Mais à un Mhm. moment donné, ça va payer. Ouais. C'est Et il y ça. avait, C'est une vision long terme. C'est une c'est une vision long vision long terme. terme. Et il y avait un exemple en lutte, j'en ai reparlé dernièrement avec un de mes lutteurs favoris, Giacomi Alice, qui comprenait pas quand il était gamin qu'on lui interdise de prendre les headlocks. Et donc il travaillait que sur des techniques qui paieraient quand il serait adulte. Le single Hmm. leg, scramble, du backdoor, du duck under, cowboy duck under, tu vois, tous ces trucs-là, qui sont des techniques qui payent à haut niveau. Mais quand t'es gamin, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué à placer. Et donc quand t'es gamin, t'as une grosse tête, c'est beaucoup plus facile d'attraper la tête et de jeter l'autre par terre, tu vois. Et donc il disait mais pourquoi lui il est devenu champion, il a 7 ans, il est champion, il a fait que des headlocks, tu vois. Et avec l'âge, il a compris maintenant, parce que il fait partie des meilleurs lutteurs universitaires et je pense qu'il sera dans le meilleur lutteur au monde un jour, tu vois. Il a compris que ce qu'il a fait quand il était gamin, aujourd'hui ça paye. Ceux qui faisaient des headlocks qui étaient champions à 7, 8 ans, bah, ils sont nulle part maintenant, tu vois. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont Ouais. nulle part. Donc ça a été compliqué au début. Ça avance peut-être moins vite et donc tu vas avoir un petit jeune qui arrive d'un autre club qui va attaquer sur des trucs qui sont plus faciles et il va se dire ouais mais attends lui mais en fait à terme t'es sûr que ça va être complètement différent. C'est bien vu. Je sais pas si c'est son père ou son entraîneur qui a dit, OK, je vais investir sur du très long terme, quitte à saper un peu son moral quand il est jeune, mais en tout cas, stratégie payante. Ça fait presque penser au père de Lomachenko aussi, hein, qui l'avait mis à la danse pendant 4 ans pour son jeu de jambes. Il y a des histoires comme ça qui sont assez Ouais. incroyables et chouettes à Mhm. entendre parce que euh, euh, je pense que toi, tu es un peu comme moi à ce niveau-là, out of the box. Think out of the box, c'est toujours Ah quelque ouais, chose ouais. qui est très intéressant et j'adore avoir ce genre d'histoire un peu créative Mhm. et efficace en même temps. Ah Euh, bah c'est clair. Là actuellement les petits que j'ai, ils font pas de compétition, clairement. Je vais hmm, pas leur faire de la compétition, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie moi je veux que le jour où ils vont faire de la compétition, si c'est à 15, 16 ans, ce que je disais à un père, il y a un père, il me disait ouais, euh, j'aime bien ton club, ses techniques et tout, mais je trouve que vous faites pas assez de sparring et puis vous prévoyez pas de faire de compétition. Le mien, il faisait déjà des sparring de boxe à 4 ans ou des trucs comme ça. Et, et je lui disais, mais en fait, le plus important, c'est la technique. Entre un gamin, de devenir un compétiteur, c'est 3 séances de prépa mentale. Tu vois ce que je veux dire? hmm, De, 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 de transformer un, un japonais paisible en un kamikaze, c'est un peu de bourrage de crâne et c'est parti, tu vois. Par contre, de piloter un avion, c'est de l'apprentissage, tu vois. mhm, C'est du temps. Et donc, moi, ce que je lui disais, moi, je leur apprends la technique, etc. D'en faire un mental de champion. Tu n'es pas avec un mental de champion, tu vois. Tu peux le mhm, fabriquer, enfin, tu peux le transformer, le fabriquer avec de la prépa mentale. Et il n'y a pas besoin de 150 ans. Moi, ouais, j'ai commencé les sports de combat parce que mentalement, j'étais extrêmement faible. Je me mettais en boule si je me faisais agresser, tu vois. Euh, enfin voilà, aujourd'hui, je pense que mentalement, je ne suis pas du tout ce que j'ai été. Et hmm, c'est pas parce que j'ai fait de la compétition avant, tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc voilà, donc pour en revenir, je sais plus où. Bah, là, j'allais transiter tout doucement vers Sean Brady, parce que Ouais, on a dévié de on a Della dévié, mais ah Maddalena oui, c'était un en... petit conseil sur les coachs, Voilà. sur la technique d'investir sur du long terme, même avec des gars, peu importe, même s'il y a un gars qui commence tu vois, tardivement de pas vouloir aller trop vite parce qu'il peut encore Hmm, continuer. Il faut mieux investir technique, déplacement, même si ça paye pas tout de suite, ça payera après. Et hmm, pour en venir, bah, pour faire la transition avec Madalena, il a perdu ses 2 premiers combats. Ses deux ouais. tout premiers combats, ses 2 seules défaites, ses deux premiers combats, et il est sur 14 victoires d'affilée, hein, c'est pas rien.
C'est pas Et rien du donc tout. on va passer sur Sean Brady. Ouais, parce que là, voilà, on a bien établi le profil, on a fait les éloges en pied-point de Ouais, Jack Della Maddalena, et avant ça, on avait parlé de son grappling sans établir son profil, mais on avait déjà ceinture largement couvert violette. le sujet. Sean Brady, je t'en prie. Sean Brady, c'est donc il vient de chez Renzo Grassi, pas du Renzo Grassi général, hein, c'est je crois Philly ou Renzo Grassi Philly. Donc alors ouais, puis sur les tailles, ils font à peu près la même taille, hein. Je Hmm, pense que Brady est légèrement plus petit. c'est Donc ça, c'est 5-10, ouais, 5-10 pour Brady, 5-11 pour un JDM. 78, un Ouais, 81, un truc comme ça. ouais, L'allonge, c'est quasi la même chose. Donc il a une belle allonge quand même, Sean Brady, pour sa taille. Il a un ouais. 84. Moi, je trouve que c'est un grappleur boxeur. Donc je trouve il a une boxe. Alors ça a strictement rien à voir avec Jack Maddalena, mais qui est dangereuse. Il est très puissant. Il a un dos énorme. Ce dos énorme, sachez que bon, pour ceux qui ne font pas du tout de bodybuilding, c'est vraiment pour le tirage. Donc c'est un mec qui a je pense, qui a une force de pression qui est incroyable. Il doit être ultra puissant et ça tombe bien parce que pour mettre des double legs, pour aller chercher du body lock à la cage, pour prendre le dos, c'est ultra nécessaire. Donc Mhm. physiquement, moi je le trouve très très beau, très 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 physique, très très esthétique et tout. Et en tout cas, sur ce qu'il va rechercher, on le voit dans ses victoires, c'est le sol, l'étranglement arrière. Je pense que c'est un petit peu sa priorité. Ouais. Voilà, Euh, et relativement complet, boxe anglaise. Alors, il a tendance à accepter de se faire mettre sous pression. Bien souligné, Euh, très important dans ce cas de figure. Très, très Ça va être important. très important, ouais, Mhm. sur le game plan. Il a Ouais, tendance à se faire mettre sous pression. Euh, ouais. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve qu'effectivement, il a une boxe simple, oui, pas du tout inefficace. Il va pas chercher des techniques qu'il ne sait pas faire. Il tout à reste fait. concentré sur ce qu'il a appris, ce qu'il est capable de mettre en pratique dans une cage face à Mhm, du très haut niveau. Il travaille plutôt bien les feintes, que ce soit les feintes de jab, les feintes de changement de niveau. mhm, Attention à ne pas trop en faire. J'ai l'impression que de temps en temps, il fait tellement de feintes qu'on sait que quand une feinte vient et quand c'est pas une feinte qui arrive. Et mhm. il ne les envoie que à des distances qui ne font pas peur. Il feinte beaucoup très loin et dès qu'il est un peu plus proche, il a plus peur de les envoyer. En même temps, c'est logique. Hein, si Oui. tu fais une feinte à distance où tu peux te faire frapper, c'est un peu bête parce qu'en fait, t'as rien à gagner, tout à perdre. Euh, Mhm, mais euh, mais voilà, et effectivement, le point que j'allais vraiment relever, qui pour moi me conforte dans ce 60-40, c'est que sous pression, non seulement il accepte la pression, mais en plus de ça, il se fait beaucoup plus toucher. On a l'impression que son cerveau déconnecte sous pression. Quand il est mhm. mis sous pression, il réfléchit juste à ouh, je suis sous le feu, il faut que je trouve une solution, et il pense limite, il pense que défensif, et c'est pas le moment. Enfin, c'est un bon moment où penser défensif, mais il faut aussi de temps en temps tes sorties, tu les trouves en menaçant des choses offensives Tout à fait. avec un shoot réactif ou ce genre de choses. Et là où il performe le mieux, et je pense que là ça va être aussi intéressant parce que d'un côté, je pense que JDM c'est dans son intérêt total de mettre du volume et de la pression, Mhm. et Sean Brady c'est dans son intérêt de mettre la pression parce que sa lutte à la cage est plutôt bonne. Hein. Pas excellentissime, mais il est capable, de par son physique, de conserver quelqu'un à la Mhm. cage. Et il a quelques stratagèmes pour taper au sol. Ça a bien fonctionné contre Chiesa. Et c'est vrai que quelque chose qu'on doit absolument, absolument souligner de Sean Brady, c'est que c'est lui qui a le record à l'UFC PI, donc a priori de tous les athlètes UFC, en VO2 max. Ah oui. Ouais, c'est lui qui détient le record du VO2 max. Donc, on doit partir du principe qu'il a un très, 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 très bon cardio. J'en ai parlé avec Aldric. Bon, ça se trouve, il y a certains qui vont à l'UFC PI et qui se donnent pas à 200%. Mais je pense que c'est intéressant quand même en tant que combattant pour faire ton benchmark, d'y aller, de te donner à fond pour savoir où tu te situes réellement par rapport aux autres et travailler là-dessus. Alors, je rappelle, hein, ce sont des datas qui sont anonymisées, ce qui signifie que tu arrives, tu fais tes tests. Si on te dit que tu es troisième, tu sais juste que tu es troisième. Tu sais pas qui est premier et deuxième, tu sais pas qui est Mhm. derrière toi. Tu sais juste que tu es troisième. Par contre, je pense que l'UFC, quand tu es premier, ils te disent, bon, bah, est-ce que tu veux qu'on communique dessus? Et là, pour le VO2 max, ça avait été communiqué pour Sean Brady. C'est lui qui avait Mhm, battu le mhm. record.
Ok, bah c'est toujours intéressant hein, sur cet aspect-là. Après, est-ce qu'il avait une baisse de régime au troisième parce qu'il perd clairement son troisième et il est pas loin de se faire terminer contre comment il s'appelle Michael Chiesa. Euh, j'ai regardé les stats. En plus, j'ai regardé le combat hier. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait une baisse de régime, mais il a quand même 3 minutes 20 de contrôle. Mais il se fait beaucoup toucher. C'est vrai qu'il y a une phase où il se fait bien, bien, bien toucher. Ah bah non, je te parle sur le troisième round. Hein. Ouais, ouais, mais c'est ça. Et bah il C'est finit sur en le, troi- dessous. Hein. su- sur le troisième round, il finit en dessous sur les 40 dernières secondes, mais les 3 minutes 21 qui ont précédé, c'était pour lui. Ah Ouais, il y bon? a une baisse de régime. Maintenant, je Bah, pense que il se fait connecter Attends. aussi en anglaise hein, Ouais, attends, hein. sur le troisième VO2 round. max. Parce que la VO2 max c'est toujours très intéressant, mais tu as aussi t'as un ensemble de choses, l'endurance musculaire, la gestion de l'énergie, Ouais, etc. ça ne dit pas tout, hein. Qui peuvent coûter beaucoup. Et sur un Sean Brady, musculairement, il est tellement volumineux que je me dis que il doit se cramer, quoi. Alors, Après, information importante, c'est le un test VO2 ouais. max avait été fait en juillet 2022. C'est une dizaine de mois après son combat contre, non, 8 mois après son combat contre Chiesa. Donc Mm. peut-être qu'il a travaillé dessus à ce moment-là, et c'était quelques mois avant son combat contre Belal Mohamed. Et donc deuxième information intéressante selon moi, euh, sa prépa physique est prise en charge par Dr Andy Galpin. Je suis un grand fan de lui, donc voilà, je pense qu'à ce Je savais niveau-là, pas. il est bien, il est Ok, très ouais, bien. ouais. Ouais, 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 ben, sur le cardio, moi, je pense pas que ce soit. Je pense que tu vois, quand tu cours, c'est pas les mêmes muscles que tu utilises que quand tu contrôles un corps et que tu es en train de travailler Évidemment, avec un dos aussi volumineux, tu vois, c'est vrai, c'est vrai. et des bras, etc. Et tu peux encore avoir tes jambes fraîches et le haut du corps qui est cuit, tu vois. Ouais, Moi, ça veut pour, pas tout dire. Ça ne ouais, veut non, pas ça tout veut pas dire, tout en effet. dire. Ouais. Moi, je me Parce rappelle pas que- la dernière fois où j'ai eu les jambes qui étaient fatiguées en Mhm. sparring à l'entraînement. Mes jambes, je les sens, enfin voilà, elles sont toujours fraîches. Par contre, le haut du corps, si je lutte à un moment donné, tu vois, ça devient compliqué, tu vois ce que je veux dire. Enfin bon. Ouais. Passons peut-être au game plan, même si dans ce genre de combat, ça me semble assez évident. Je pense que on reste sur une opposition de style, même si on est tous les deux d'accord pour dire que dans le domaine de prédilection de l'autre, chacun des deux est compétent aussi. Je pense tout de même que voilà, Jack Della Maddalena, il doit chercher à tout prix à garder ça debout, à mettre la Mmh, pression, à imposer son jeu debout, et surtout, et c'est ça le plus difficile face à un bon grappleur, c'est de garder son volume de jeu habituel qui est extrêmement élevé. mmh, S'il mmh, arrive à chercher à placer plus de 10 frappes par minute, parce que quand tu vois que sa moyenne c'est qu'il touche plus de 8 fois par minute, a priori il envoie plutôt 16. Attends, c'est quoi sa précision? J'allais regarder ça. Autant parler correctement, hein. Ouais, il a une précision de 49%. Donc en gros, en touchant 8.27, il envoie 16.5, quoi. Donc il mmh. doit rester sur un volume de jeu comme il a l'habitude de le faire. Et c'est vrai que quand tu crains peut-être les amener au sol de ton adversaire, tu diminues ton volume de jeu généralement. Mais Brady, c'est pas quelqu'un qui shoot réactivement, c'est plutôt quelqu'un qui va shooter proactivement. Donc je pense que JDM doit venir pour le suffoquer et le submerger dès le début. Et ça Tout à pourrait fait. très très bien ressembler à un 80-20 s'il le fait et qu'il le fait bien et que ça Ah finalise dans le oui. premier round. Du côté de Brady, je pense que lui aussi il doit prendre un risque. Il doit se dire, je peux pas accepter de me laisser mettre sous pression. Je peux pas accepter de prendre trop de coups. Donc je dois aussi, moi, venir pour mettre la pression. Ça risque de créer une guerre au début, mais j'espère qu'il a travaillé ses shoots réactifs, ou en tout cas sa recherche du clinch réactive, parce qu'il en aura besoin. Il n'a pas l'habitude de ce volume de jeu. Il est face à quelqu'un qui va trouver les ouvertures, qui travaille beaucoup le corps. Ce serait qu'on aurait, tu l'as plus ou moins souligné, mais Mmh, JDM, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup les frappes au corps. C'est sous-utilisé en MMA. mmh. Euh, donc ouais, pour moi, Brady, il doit pas commencer à se la jouer déplacements latéraux, Non. prise de la distance, parce que il est largement en dessous de Madalena là-dedans. Il doit venir à la guerre, au charbon, et accepter d'en prendre deux, trois si ça lui offre l'opportunité de casser la distance. JDM, c'est pas quelqu'un qui met des KO sur une frappe. C'est la répétition de frappe qui met KO. Donc, euh, il doit accepter d'en prendre une ou deux pour rentrer dans son jeu. Selon Mmh. moi. Je sais pas si toi, tu as relevé d'autres points. Non, je te rejoins là-dessus. Je voulais juste parce que peut-être qu'on nous le dira, mais
Sean Brady, il a battu quand même Greg Jones hein, en grappling. Hein. C'est pas rien, hein, tu vois. Après, il faudra qu'on regarde le combat, je l'ai pas vu, mais je pensais à ça. Sur le game plan, je te rejoins entièrement sur Madalena. Je pense que son game plan, ça va être de mettre de la pression, travailler en volume. Moi, ma question, ça va être de savoir s'il va rester en gaucher ou en droitier. Ouais, Je pense sincèrement, moi, si je suis lui face à un mec qui envoie des gros crochets comme ça et je pense que il arrivera en gaucher pour boxer, tu vois. ouais, La fois où il est rentré en droitier, c'est quand il y avait un gros déficit d'allonge. Et donc, moi personnellement, si j'ai un gros déficit d'allonge, j'aime pouvoir glisser sous le jab pour envoyer ma droite et combiner derrière, tu vois. Ce qui est beaucoup plus difficile quand tu veux glisser sur un jab en garde ouverte parce que tu as le bras qui ouais, t'empêche de voir la suite. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc là, quand le jab arrive, tu rentres à l'intérieur et tu contres en simultané sur ton overhead, tu as une bonne visibilité sur le bras arrière. Et donc tu peux combiner. C'est comme ça qu'il a battu le Brown là. Ouais. Euh, donc je le vois arriver en gaucher. Et donc à partir de là, pour Sean Brady, euh, je pense que sincèrement, il doit pas attaquer de takedown à l'ouvert. Je pense qu'il doit partir sur deux stratégies. Pour moi, la stratégie que j'adopterais, ça serait d'aller chercher sur la garde ouverte la single leg Mhm. de Maddalena et non pas de chercher à finaliser la single leg parce que je vois, voilà, d'aller chercher la single leg et pousser jusqu'à Mhm. la cage et grappler à la cage. Ça lui permettra, parce que la single leg va être très accessible, d'avoir une bonne visibilité sur les frappes, de pouvoir saisir cette jambe sans prendre trop de risques, entre guillemets, d'amener vers la cage et à partir de là de pouvoir travailler sur le haut du corps, body lock, ce genre de choses. Mais sinon, je vois un Maddalena être capable de pouvoir placer un peu son poids sur la jambe avant et défendre assez facilement les tentatives de double leg ou Mhm. de body lock et tout. Mais en tout cas, ça serait la priorité pour moi si j'étais le coach de Sean Brady, single leg en garde ouverte pour pousser à la cage, body lock s'il rentre sur des frappes puissantes, mais Mhm. ça me semble quand même un peu compliqué sur le body lock, tu vois. Double leg me semble vraiment compliqué face à ce profil-là. Ouais. Et puis après, voilà quoi. S'il a réussi à mettre la main dessus et pousser à la cage, je pense que Sean Brady a les armes de contrôler ce combat, d'étrangler même hein, s'il faut, Ouais. tu vois. Donc ce 40%, je le vois comme ça. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Puisque tu as parlé de Craig Jones, deux informations intéressantes. Donc effectivement, Sean Brady l'a battu à la décision. Mhm. On a vu Craig Jones s'entraîner avec Jack Della Maddalena. Et je pense, là j'ai pas été vérifié parce que c'est un peu bizarre pendant le podcast de faire trop de recherches, mais je pense qu'il avait quand même encensé le niveau au sol de JDM. Il me semble que c'est Jonathan McCarty qui me l'avait dit sur Twitter ou en privé, je me souviens Mhm. plus trop. Mais donc on va s'en tenir à prendre ça avec des pincettes, mais ça, je vois pas pourquoi l'info serait fausse. Mais en tout cas, j'ai bien vu une photo de Craig Jones qui s'entraîne avec JDM. Toujours des informations qui sont bonnes à prendre sur le profil de son futur adversaire, surtout quand c'est enseigné par Mhm. Craig Jones qui a vraiment fait des merveilles avec Volkanovski pour sa prépa avec Islam. Passons aux pronos et préférences. Je m'attendais pas à ce qu'on parle quasi une heure. Enfin, on va finir à une heure de ce combat, mais Ouais. ça en valait la peine. On a fait quelques parenthèses qui me semblaient intéressantes et Mhm. j'espère qu'elles auront plu à notre public. Alors, pronos préférences. Je te donne la parole. Moi, je vois Madalena l'emporter par KO TKO. Ouais, Premier, deuxième. pareil. Ok, pareil. Préférence d'office Maddalena, clairement. Pareil. Euh, Parce que voilà, j'ai envie d'avoir ce type de profil qui monte dans le top 10, enfin qui rentre dans le top 10 déjà et qui monte et qui propose des belles guerres. Mm. Euh, pour moi, ça en plus, alors pourquoi préférence? Parce que ça correspond vraiment au style de combat que j'essaye de développer et que ce soit en tant que combattant ou à l'entraînement, en tant que coach, tu vois. Et je suis content enfin j'aimerais voir que ça paye.
Alors bien évidemment, hein, je travaille beaucoup à l'entraînement, on fait plus de lutte et de sol, de type un petit peu comme Madalena, tu vois, de chercher le dos, mais on a eu déjà des exemples qui ont montré à quel point c'était efficace, tu vois. Ouais. Donc là c'est vraiment sur cet aspect-là, en tant que fan, en tant que coach et en tant que combattant, pourquoi ça me plairait de voir cette victoire-là. Ouais. Voilà. Bah écoute, on est quasi sur la même chose, je pense. Je pense sincèrement que JDM va être capable de mettre cette pression assez tôt. Il va pas spécialement laisser d'ouverture à Brady Mhm. sur la lutte et il va venir le finaliser. Même style que Belal Mohamed, mais un peu plus tôt dans le combat parce qu'il va plus vite oser mettre ce Mhm. volume Mhm. qui a tendance à mettre Brady en difficulté, que ce soit contre Chiesa ou contre Belal. En termes de préférence, j'aimerais que JDM gagne, mais j'aimerais le voir enfin, j'aimerais le voir un peu dans la difficulté quand même, de voir quelques séquences en grappling pour avoir encore plus d'indicateurs de comment il défend face à un bon grappleur. Mhm. Parce que plus haut dans la division, ça va être évidemment intéressant parce qu'il y a quand même quelques bons lutteurs grappleurs Mhm. et on a besoin de ces indicateurs. J'avais mis sur Twitter hier, ce serait intéressant si il gagne, qu'il rencontre le gagnant entre Yann Gary et Jeff Neal pour la suite. Comme ça, on a un truc fun en striker-striker. Par contre, ça c'est juste pour le fun parce que Ouais. à terme, j'aimerais le voir prendre des. Oh, waouh! J'avais oublié que Rakhmonov était dans cette division. Un jour, on aura peut-être Rachmanov contre JDM. Certainement même. Ce sera Rachmanov, il chouette. est, il est booké hein, Il est booké contre Gastelum. contre Gastelum, ouais. Ça va être chouette aussi, ça. Mais Ouais, moi ouais. j'aimerais, tu vois, le voir monter après directement sur du Burns ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, 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 contre un Gilbert Burns, ça me plairait beaucoup. Thompson, ça pourrait être fun, mais Ouais. boxeur contre kickboxer, ça c'est sur le Ouais. sur le sur le style de combat. Mais sinon, plutôt ouais du Burns, Rachmanov, pourquoi pas. Mais je pense que Hmm. Rachmanov, ça va. Enfin, j'aurais. Si Si ça Rachmanov passe, gagne, je le vois prendre du contender, quoi. Prendre du champion ou un title eliminator, quoi. Rachmanov? Ouais. Si Ouais, Rachmanov gagne, il est pas au title shot, mais il est à une victoire du title shot. ouais. Mm, mm. Tu lui Ouais, rajoutes deux donc victoires pour moi, maintenant. Ouais. ça pourrait très bien, effectivement, contre un Madalena, ça pourrait être très bien euh, un combat qui fasse monter encore plus vite Madalena au titre, hein, mais bon, après, faudra voir. Mais en tout cas, il y a plein de combats qui m'intéressent. Il y a plein de combats qui m'intéressent, clairement, clairement. Yes. Eh ben, merci pour ton temps, ton expertise. On espère que ça Merci a à toi plu à aussi, tout le hein. monde qu'on couvre ce combat en long et en large, on peut vraiment le Ouais, dire. Et à très bientôt. On a beaucoup de combats à couvrir pour le week-end de c'est l'UFC clair. 290. Et on Allez. compte sur vous hein, pour l'aide au référencement sur ce type de vidéo. Oh Comme ça, oui. on pourra continuer à faire des vidéos qui sont peut-être un petit peu moins vraiment pour le comment dire ça, pour la niche de Ouais. spécialistes quoi. Ouais, bah Voilà. c'est ça, clairement, si la vidéo fait pas beaucoup de vues, on va pas se mentir, ça va pas nous motiver à continuer à couvrir des plus petits combats. Donc on a besoin de cet élément de motivation et c'est vous les responsables. Ça dépend de vous. Vous devez commenter, liker, vous abonner si c'est pas le cas et partager sur vos réseaux. Même si vous n'avez que 12 followers, ça fera peut-être une vue en plus. Chaque vue compte. C'est clair. Allez, ciao. Ciao.